Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. 2 homicides en moins de 24 heures. La violence armée fait toujours des ravages sur notre île. Un homme d'une trentaine d'années a perdu la vie aujourd'hui au Morne-Vert. Hier soir, c'est au Lamentin qu'un père et son fils de 3 ans ont été la cible de tirs. Le jeune homme de 28 ans est décédé sur place. De la prison avec sursis, des amendes et des peines d'inéligibilité requises à l'encontre des 4 Martiniquais poursuivis dans l'affaire de la retraite de Serge Letchimy. Le tribunal correctionnel de Paris devrait rendre son délibéré le 19 février prochain, moins d'1 mois avant les élections municipales. Dans ce journal aussi, nous irons à la Sarah pour un exercice grandeur nature. Les équipes de la raffinerie étaient sur le pont ce matin afin de simuler un incendie. L'occasion de vérifier la bonne maîtrise du plan d'opération interne. Une scène d'horreur hier soir au Lamentin. Un homme de 28 ans a été tué par balle alors qu'il se trouvait dans sa voiture. Mais le drame ne s'arrête pas là. Son fils de 3 ans a également été touché. Transporté en urgence absolue vers les urgences de la MFME, son pronostic vital est engagé. Tout un quartier est sous le choc, comme a pu le constater Dorian Cayuela. Il avait 28 ans. Hier soir, il a été abattu par balle dans sa voiture, sous les yeux de son fils de 3 ans. L'enfant, touché à la tête, se trouve toujours en urgence absolue. Ce matin, le Lamentin se réveille sous le choc. On sent vraiment beaucoup d'insécurité. À vrai dire, il y a beaucoup de violence qui se passe en Martinique et c'est décevant de voir que tout près de nous, en tant que commerçants, que le danger se présente. Séparation. C'est carrément barbare quand même. C'est un enfant de gamin, un enfant de bas âge. Enfin, peu importe l'enfant, je ne sais pas, il ne faut pas être humain. Donc ça fait un peu peur pour l'avenir quand même, pour nos enfants. Moi je suis maman, donc là on se demande un peu où on va et moi j'aimerais bien savoir c'est quoi les backstage, quoi. Qu'est-ce qui se passe en fait en Martinique. Parce que c'est triste, quoi. Que c'est pas normal, quoi. Parce qu'eux aussi, ils peuvent perdre la vie à n'importe quel moment. Imaginez, vous marchez là, quelqu'un veut vous agresser. Si vous n'avez pas d'arme sur vous, qu'est-ce que vous faites? Ils vous tuent et puis c'est tout. Voilà, des fois pour rien. Donc il faudrait prendre des mesures, quoi. Il s'agit du 34e homicide de l'année. La victime aurait été atteinte par une dizaine d'impacts sur une vingtaine de tirs. Une scène d'une violence extrême. Cette fois, un enfant de 3 ans figure parmi les victimes collatérales de ces violences qui continuent de gagner du terrain. C'est crescendo qu'on monte. Mais on attend quoi? On attend, c'est les gens qui décident là, les gens qui sévissent, les gens qui punissent, ils attendent quoi? Quand on rentre dans un stade de foot et puis on mitraille la foule, je ne sais pas moi, je suis démuni de réponse sur ça. Et à quel moment on va prendre en compte nos morts? Parce que je constate qu'aucun média au niveau national ne relaie ce genre de fait en Martinique. Aucun. Donc ça veut dire que nos morts ne comptent pas. Nos morts sont des morts inutiles pour la nation, donc c'est la partie négligente. Sauf que c'est faux, parce que tout ce qui se passe en Martinique, c'est le laboratoire pour la France. Premier arrivé sur place, les policiers ont été pris en charge par une cellule psychologique. Des faits d'une violence sidérante qui ne font qu'alimenter un sentiment d'insécurité toujours plus présent sur le territoire. Et en moins de 24 heures, un 2e homicide est à déplorer sur le territoire. À la mi-journée, c'est au Morne-Vert qu'un homme d'une trentaine d'années est tombé sous les balles. Pris en charge par les secours dans un état grave, il n'a pas survécu à ses blessures. Avec 35 homicides depuis le mois de janvier, 2025 s'annonce comme une année tristement record. À la une aussi de l'actualité, Serge Letchimy, Didier Laguerre, Yvon Paquite et Max Bunau seront fixés sur leur sort le 19 février prochain, date prévue du délibéré du tribunal correctionnel de Paris après 3 jours de procès et les réquisitions du parquet, à savoir entre 2 mois et 2 ans de prison avec sursis, des amendes allant de 10 000 à 150 000 euros et des peines d'inéligibilité. On fait le point avec Loïc Régis. Les réquisitions sont arrivées ici au tribunal correctionnel de Paris en fin d'après-midi. Pour Serge Letchimy, le parquet réclame 2 ans d'emprisonnement avec sursis simple, 150 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Pour Didier Laguerre, 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et là aussi 5 ans d'inéligibilité. Des demandes qui pourraient avoir de lourdes conséquences pour l'actuel président du conseil exécutif de la CTM et le maire de Fort-de-France, un véritable séisme pour le PPM. Pour les 2 autres coprévenus, le parquet financier réclame 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour Max Bunau et 10 000 euros d'amende. En ce qui concerne Yvon Paquite, 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende.
Pendant 1h30, le parquet national financier s'est évertué à démontrer l'irrégularité des actes administratifs établis pour la réintégration de Serge Letchimy à la ville de Fort-de-France en vue de percevoir sa retraite en 2016 alors qu'il était encore député. En face, les avocats de la défense, très rigoureux, n'ont cessé de rappeler le droit, indiquant que selon eux, aucun principe constitutionnel n'avait été violé. À l'issue de ces 3 jours d'audience, les 4 prévenus se disent sereins. Personnellement, je suis extrêmement serein et il y a eu un débat pendant 3 jours, une audience pendant 3 jours, qui a bien démontré qu'il y a un enjeu incroyable, c'est qu'un parlementaire qui est en situation de détachement et qui veut prendre sa retraite parce que l'âge légal est arrivé, ça lui est refusé. Mais la plaidoirie qui a été faite par 2 avocats et le combat que nous avons mené, mais frontalement, parce que notre dignité a été mise en cause, notre probité a été mise en cause, et il s'agit pour nous de rétablir avec courage, détermination, et de ne pas cailler. Il ne fallait pas surtout reculer face à qui que ce soit quand on met votre dignité en cause. Donc nous continuons le combat, et on attend la décision qui sera en février de la justice, du tribunal, et à partir de ça, on verra ce qu'on fera. Maître Nicolas, avocat de Didier Laguerre, n'a pas mâché ses mots dans sa plaidoirie. Je dirais au parquet national financier qu'à un moment donné, il faut reconnaître qu'on s'est trompé. Il parle même de l'ignorance et de la méconnaissance des textes de la part du PNF. Le PNF a produit son accusation qui tourne autour de la possibilité ou pas de réintégrer un député dans la fonction territoriale en vue de son départ à la retraite. On parle de détournement de fonds, il faut être clair sur ce dont on parle. On parle de 24 000 euros versés à Serge Letchimy, 13 000 euros versés aux organismes sociaux par la ville de Fort-de-France, le reste des sommes étant versées par des organismes d'État. Le tribunal, le parquet a fait son travail. Nos avocats ont expliqué notre interprétation des faits. Il faudra attendre le 19 février 2026 pour connaître le délibéré dans cette affaire. Les avocats des 4 prévenus martiniquais ont plaidé la relaxe. Et en cas d'inéligibilité, quelles pourraient être les conséquences sur le paysage politique martiniquais à quelques mois seulement des élections municipales? On en parle tout de suite avec notre consultant politique, Eddy Marajo. Eddy Marajo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de votre invitation. Pour parler de cette affaire, de la retraite de Serge Letchimy, on a entendu dans ce reportage les réquisitions du parquet national financier, de la prison avec sursis, des amendes et des peines d'inéligibilité. Celui que cela va concerner le plus rapidement, c'est évidemment Didier Laguerre, à quelques mois des municipales. Il n'y a pas d'exécution provisoire requise. Donc, a priori, s'il est condamné et qu'il fait appel, il pourra tout de même se présenter. Mais quelles pourraient être tout de même les conséquences en termes d'image? C'est un très mauvais message, finalement, envoyé aux électeurs du PPM, en tout cas. Vous faites bien de préciser qu'il n'y a pas d'exécution provisoire qui a été réclamée par le parquet. Alors, expliquons à nos téléspectateurs ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le cas Sarkozy. Vous êtes condamné, il y a une réquisition, une exécution provisoire qui est réclamée dans le réquisitoire et les juges peuvent suivre le parquet et dès l'énoncé du verdict, vous perdez vos mandats. On va dire ça comme ça. Bon. Là, Sarkozy, c'était l'exécution provisoire de la peine de prison. Alors, si on fait le parallèle, ça, ce serait s'il y avait eu exécution provisoire demandée par le parquet, il y aurait eu immédiateté de perte des mandats, donc en cas de condamnation, bien évidemment, c'est ça. Pour Didier Laguerre et pour Serge Letchimy et pour Yvon Paquit. Il faut rappeler qu'il est élu de la ville de Fort-de-France. Le problème, c'est que l'exécution provisoire peut malgré tout être prononcée par les juges, même si le parquet ne l'a pas demandé. Donc on est encore dans un suspense absolu. Mais bon, il est tout à fait envisageable également que les
les prévenus soient relaxés. Donc. C'est aussi possible. Mais bon, tout ça, c'est quand même un mauvais signal, hein, globalement. Alors, je reprécise qu'un mauvais signal, il est global pour la classe politique martiniquaise. Alors, là, on n'est pas dans des affaires qui atteignent des millions d'euros, mais des affaires de ce type qui atteignent des millions d'euros, il y en a une kyrielle. Il faut repréciser que Didier Laguerre et Serge Letchimy sont également concernés par un procès en appel concernant la SODEM, qui aura lieu dans quelques semaines, bon, avec d'autres élus. Donc, ça crée un climat qui n'est pas très, très bon, pour revenir à votre question, sur, on va dire, les échéances électorales. Il est clair que quand vous êtes candidat et que vous êtes menacé de ne pas être éligible, grosso modo, c'est pas très bon en termes d'image. Mais il n'y a pas que Didier Laguerre et Serge Letchimy. Je vous rappelle que Yann Monplaisir, par exemple, a été condamné, que le maire de Bellefontaine, Félix Ismet, a été condamné, que le maire du Macouba a été condamné. Et le maire du Macouba, c'était en appel. L'appel a eu lieu. Félix Ismet, il sera en appel bientôt. Yann Monplaisir également. Ça crée un climat qui n'est pas bon. Pour revenir tout de même, puisque c'est le sujet du jour sur Didier Laguerre et Serge Letchimy, notamment sur Didier Laguerre, la situation à Fort-de-France, on l'a vu la semaine dernière, l'alliance Bélé-Carole pour tenter de prendre Fort-de-France, l'arracher au PPM, entre guillemets, avec une affaire comme celle-ci, est-ce que ce n'est pas effectivement l'année ou jamais pour les opposants au PPM? Alors, quand on regarde l'histoire politique et électorale martiniquaise, c'est le contraire. C'est-à-dire que quand un élu est condamné ou est menacé d'une condamnation, quand il se présente aux élections, il raflamise. C'est le cas de Pierre Samo, qui fait 34 jours de prison, qui se représente et qui gagne avec 85%, qui est condamné, avec 85% des suffrages. Bon, il y a d'autres exemples. Je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Par contre, il y a quand même une annonce qui est fracassante et j'ai l'impression que personne ne l'a intégrée et ça vient alimenter notre échange de ce soir. C'est que Serge Letchimy a déclaré qu'il quittait sa fonction en 2026. Alors, on prend notre téléphone, on appelle, on interroge et un certain nombre de gens nous disent il semblerait que ça soit prévu juste après les élections municipales. Là, il y aura des conséquences parce qu'un président de conseil exécutif qui démissionne, c'est tout le conseil exécutif qui rentre à la maison et on cherche un nouveau conseil exécutif à l'intérieur de l'Assemblée. Donc, il va falloir trouver 9 personnes de l'Alliance, enfin, si elle existe encore, pour faire un conseil exécutif. Alors, on parle déjà, vous voyez, on parle déjà de Jean-Claude Duverger. Et il faut prendre 9 personnes sur les listes en bas, qui ne sont pas encore montées dans l'Assemblée, qui vont monter. Il y a quelques surprises. Hein. Soyez attentifs aux gens qui vont monter, si jamais Serge Letchimy ça menace à exécution. Menace entre guillemets, bien évidemment. Eh bien, merci beaucoup, Eddy Marajo, pour ces éclairages. Et nous serons évidemment très vigilants à tout cela dans les prochaines semaines. Merci à vous. Merci. Devant la cour d'assises de Fort-de-France, c'est le procès de Ménélik Surena qui se poursuit. Pour cette 3e journée d'audience, un témoin a souhaité être entendu à huis clos avant que les avocats de Nelson Williams et de son cousin ne plaident devant la cour. Le compte-rendu d'audience de Ryan Anias. Le procès Surena suit son cours aux assises de Fort-de-France et la matinée est marquée par les plaidoiries des avocats des parties civiles. André Buffard défend Steven, le cousin de Nelson Williams, qui explique que son client aurait dû et aurait pu mourir. Il utilise le terme miraculé, comme d'autres experts l'ont déjà fait avant lui ces derniers jours. Il dira même ces mots aux juges, jurés et accusés. Il a vu la mort en face. Son cousin est mort sous ses yeux. Il n'a pu ni le défendre, ni intervenir. Il nourrit une culpabilité. Il n'a pas pu sauver son cousin, qui était son frère, son jumeau. La famille de Nelson Williams est défendue par Philippe Edmond Mariette, qui a tenu à rappeler le caractère et surtout le parcours scolaire honorable du défunt. Et puis de l'autre côté, la vie de délinquant de Surena Ménélik, une quinzaine de condamnations à son casier judiciaire. Et j'ai considéré, moi, au regard des observations que j'ai présentées à la Cour, qu'on était effectivement en présence d'un assassinat avec préméditation. M. Surena part se cacher à Sainte-Lucie. Et puis enfin, quand il est remis en 2022
3 ans après les faits aux autorités françaises. Il a continué ses mensonges, y compris en audience de cour d'assises quand il a été entendu. Menelik Surena aurait en effet changé de version selon le juge. L'accusé décrit une scène où il arrive avec une arme dans sa sacoche, là où les témoins le décrivent arrivant avec cette arme à la main. La famille de Nelson Williams est une nouvelle fois présente au procès, épaulée de leur avocat, qui espère une prise de conscience de Menelik Surena. Ce que je souhaite, c'est qu'au terme de sa condamnation, Surena Menelik puisse se reprendre et comprendre qu'il peut avoir sa place dans la chaîne humaine que nous formons, à condition de dire de manière très claire et sans aucune ambiguïté que dans cette affaire-là, il a menti et qu'il est bien celui qui a assassiné le jeune Nelson Williams en lui infligeant 2 balles, dont la dernière, à moins d'1 mètre de distance, une balle dans la tête. L'audience reprendra demain matin avec la plaidoirie de la défense, les réquisitions du procureur et enfin, le verdict final tant attendu. Que se passerait-il en cas d'incendie à la Sarah? Un exercice grandeur nature était organisé ce matin sur le site de la raffinerie dans le cadre de son plan d'opération interne. Objectif, vérifier la capacité des équipes à appliquer la stratégie adaptée en situation d'urgence. L'alerte a été donnée aux alentours de 10 h avec une simulation de débordement d'un bac d'essence et d'un feu de cuvette. Jean-Marc Carteron y était. Il est un peu plus de 10 h quand la sirène retentit sur le site de la Sarah. L'alerte lance un exercice incendie du plan d'opération interne. Scénario du jour, débordement d'un bac d'essence, puis feu de bac et de cuvette. Un cas rare, mais plausible. Nous avons besoin de renfort personnel, donc c'est pour bloquer les accès. La Sarah mise sur une maîtrise rigoureuse des risques, ces équipes travaillant toute l'année à anticiper les situations les plus critiques. C'est très important que la liaison soit maintenue entre la cellule de crise, qui est plutôt côté bureau, et la cellule terrain. Et la communication est vraiment la clé pour avoir un état des lieux précis de ce qui se passe, des moyens qui sont déployés, et puis surtout des retours concernant les recherches des victimes. Parce que l'entraînement aussi, c'est pour nous de pouvoir réaliser un comptage précis pour savoir s'il y a des victimes potentielles. Très vite, les équipes internes se mobilisent. Les pompiers du site déploient les premières lances, sécurisent le périmètre et évaluent les risques immédiats. Leur mission, stopper le sinistre avant toute propagation. Ils s'appuient sur un entraînement régulier pour agir vite, coordonner les unités et assurer la prise en charge d'éventuels blessés. La stratégie, c'est d'abord éteindre le feu de cuvette et après s'occuper du feu de bac. Ce matin, j'ai la fonction du chef du poste de commandement avancé. Sa fonction, c'est quoi? C'est d'être au plus près de l'intervention et aussi de veiller à ce que ce qui est décidé en salle de PCX soit exactement ce qui est mis sur le terrain. Pour la direction du site, ces exercices sont l'occasion d'évaluer la réactivité des équipes et de renforcer en permanence le dispositif de prévention. Tous les mois, on fait de l'évacuation du personnel, on fait des causes régulières, c'est dans nos gènes, c'est dans notre culture de sécurité par rapport à nos métiers. On a des personnels qui sont formés, qui sont compétents, qui sont entraînés. Donc je dirais naturellement, les personnes se mettent à disposition en cas d'événement. L'exercice doit maintenant être analysé en détail, une étape essentielle pour ajuster les procédures, renforcer la sécurité du site et garantir une réaction efficace en cas de crise réelle. On poursuit avec la 3e édition de Chemin pour l'emploi, un rendez-vous organisé par France Travail à l'Institut martiniquais du sport. Sur place, entreprises, écoles et organismes de formation étaient à disposition des demandeurs d'emploi. Une matinée pour retrouver une dynamique professionnelle et saisir de nouvelles opportunités. Les détails recueillis par Dorian Cayuela. À la base, je suis étudiant, mais ça m'intéressait quand même de voir à quoi j'avais droit et de me préparer à mon insertion dans le travail justement et voilà, de voir comment ça se passe dans les métiers qui m'intéressent. Moi, je suis intéressé plus par l'architecture, par le bâtiment en général. Et voilà, c'est plus pour m'intéresser sur mon domaine et pour la création des projets que j'ai à côté aussi. Et là, je suis satisfait, oui. On a eu pour habitude d'embaucher évidemment des candidats qui étaient déjà boulangers. Aujourd'hui, on prend les choses un petit peu différemment. On cherche des jeunes ou des moins jeunes, peu importe l'âge, ce n'est pas un critère. Des personnes qui veulent être formées, qu'on va former nous-mêmes au métier de boulanger. Donc on cherche des personnes qui, au-delà du savoir-faire, au-delà de la technique, ont le savoir-être pour venir nous rejoindre et qui seront intéressés pour devenir ensuite boulanger et travailler avec nous. Voilà. C'est nous qui les formerons en interne. Leur expliquer ce qu'on peut leur apporter, comment on va les former, nos attentes
voilà, notamment en termes de savoir-être, en termes d'envie, de motivation pour pouvoir ensuite les accueillir. Nous sommes là aujourd'hui puisque nous sommes dans l'opération Coller tête, coller les épaules qu'organise chaque année France Travail. Il s'agit pour nous de valoriser les demandeurs d'emploi, de leur permettre d'accéder à des formations, à des offres d'emploi. Nous avons 174 offres disponibles et nous avons invité un peu plus de 4000 demandeurs d'emploi à venir rencontrer les employeurs, les centres de formation. Nous avons aussi des informations sur la création d'entreprises, l'accès aux droits, puisque certains partenaires sont aussi présents. Le monde professionnel qui peut parfois sembler très lointain. À l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, je vous propose de partir à la rencontre d'Andy Latour. Ce jeune enseignant de SVT au lycée Schellcher a dû faire preuve d'une résilience exemplaire lorsqu'à 18 ans, il a perdu l'usage de ses jambes. Une épreuve qui ne l'a pas empêché d'atteindre ses objectifs. Un reportage de Paroles et Images et G2R Vidéo. Ce matin, j'ai un cours d'enseignement scientifique avec des terminales. Je suis enseignant depuis 2023. C'est mon premier poste en Martinique. Je suis arrivé à la rentrée de septembre. J'ai pas eu tellement d'appréhension parce que j'avais déjà enseigné en France et tout se passe très bien pour l'instant avec les élèves. Bonjour, allez-y, on entre. Bien, allez, asseyez-vous. Je suis paraplégique depuis 8 ans, des suites d'une opération qui a entraîné ce handicap. Alors bien sûr, ça s'est survenu quand j'avais 18 ans, donc à 18 ans, on ne s'imagine pas que notre vie va changer comme ça. Mais avec la bonne philosophie, un bon entourage, on peut se dire que quand on veut, on peut. Donc au final, on essaie de trouver des stratégies et aussi on essaie de nous-mêmes trouver notre propre solution. Tout le monde a un document? C'était pas là? Donc, qu'est-ce que nous dit le document 1? Ce n'est pas parce que je suis en situation de handicap que je suis un professeur différent. Je suis comme les autres, donc j'essaie d'avoir une relation, de discuter avec eux pour qu'ils puissent comprendre que c'est donnant-donnant. Si j'ai des difficultés, ils sont là pour m'aider. Donc entre 4005 et 2,5 milliards d'années. Donc si ça s'est formé à cette période, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'état de l'atmosphère vis-à-vis de dioxygène? Est-ce que je suis épanoui? Oui, on ne fait pas ce métier si ça ne nous plaît pas. Donc franchement, moi, j'aime être au contact des élèves, au contact des adolescents et franchement, ça me plaît. Le document 1 nous informe que l'uraninite s'est formée entre 4 et 2,5 milliards d'années. Si on veut, on peut. Donc la vie c'est difficile, le but c'est de se battre pour réussir à nos objectifs. Donc battez-vous tant que vous pouvez et puis c'est pas parce que vous êtes en situation de handicap que la vie s'arrête. Donc amusez-vous, battez-vous pour vos objectifs. Et toujours dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, de nombreuses administrations et entreprises participent au Dio Day. Exemple au centre hospitalier Maurice Dépinois, où 9 binômes ont été créés dans les différents services du site. Aux côtés d'un agent hospitalier, chaque participant porteur de handicap pouvait ainsi découvrir un métier et vivre une véritable immersion. Autre objectif de la journée, vaincre les préjugés et promouvoir l'égalité des chances dans le monde du travail. Les précisions face à la caméra de Jean-Marc Carteron. Aujourd'hui, je découvre le métier de la gestion comptabilité au service CHU de Mangoville-Saint, que je trouve qui est énormément bien, qui est vraiment différent du privé. Ce matin, j'ai appris toute la partie qui est mandat, tout ce qui est mandataire au niveau du budget. Et j'ai trouvé ça fascinant. J'ai apprécié parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'ai pu découvrir comment mandater, comment liquider. Et ça fait partie de la comptabilité. Donc vraiment, j'ai apprécié. Il y a un binôme qui est M. Blonville, qui est juste à côté de moi, que j'ai apprécié de participer avec lui parce que vraiment, il explique bien, il me montre comment faire les choses, il va au plus profond du détail. Et en fait, on est tous les deux dynamiques, donc du coup, la communication, elle passe très bien. Avec Viviane, que j'accompagne aujourd'hui, c'est fluide, elle comprend,
on s'entend bien, on travaille bien. Donc c'est comme une journée normale, je dirais. Ayant beaucoup échangé avec Viviane sur son vécu, sur ses expériences, c'est vrai que sur ces blocages, les refus qu'elle peut avoir par rapport à son handicap, c'est vrai que ça me fait voir ces personnes de notre vie. Ça veut dire qu'il y a des facilités qu'on a et qu'on ne se rend pas compte de ces facilités. Au sein du CHMD, on a déjà une cellule handicap. Donc, on a aussi des alternants handicapés. On a tout un système pour favoriser l'inclusion des personnes handicapées. Donc, j'espère que cette journée va participer au projet et le faire grandir. Quoi de mieux qu'une bonne tranche de rigolade pour débuter le week-end? La 23e édition de la Nuit du Rire s'empare de la scène de Tropicatrium. Rendez-vous demain soir à partir de 20h pour retrouver Nénette, Caïman Frouche, Patenko, mais aussi notre invité du soir, Christopher CDG. Bonsoir Christopher, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. La Nuit du Rire, demain, je le disais, 23e édition, ce sera votre première sur scène en Martinique. La précision est importante, on l'expliquera après pourquoi. Alors cette première, comment la sentez-vous? À quoi faut-il s'attendre? Alors, je la sens bien, on est motivé, on est préparé. Je stresse de fou malade, c'est une dinguerie. Non, mais je suis content, je suis très très content parce que, comme tu l'as dit, c'est ma première fois sur une telle scène qui est vraiment emblématique en Martinique. Donc du coup, il y aura toute ma famille, ils me mettent un peu la pression, mais j'ai hâte. On va rigoler, on va chanter, on va échanger. Et j'en dis pas plus. Pour savoir, il faut venir. On va voir les deux aspects de votre personnalité, j'ai envie de dire. Spoofy, Christopher. Pas forcément. Spoofy, il a déjà fait sa scène. Là, c'est Christopher. On n'aura que Christopher. Donc, là, il n'y aura que Christopher. Ouais, que Christopher CDG. C'est son moment. Spoofy, il ne sera pas là demain. Enfin, peut-être après, mais pas sur la scène. On vous connaît évidemment par le biais des réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. C'est souvent la question qu'on peut se poser lorsque l'on voit des talents d'Internet exporter justement ce talent sur scène. Finalement, quelle est la différence? Est-ce qu'on retrouve les mêmes ingrédients finalement? Alors moi, j'essaie de transposer quelques ingrédients que j'ai mis sur les réseaux, sur scène, mais pas tout à fait. C'est pas vraiment pareil, c'est vraiment un autre jeu. C'est vraiment différent et c'est plus difficile. En tout cas, pour ma part, la scène et les vidéos, la scène, tu n'as limite pas droit à l'erreur. Que les vidéos, tu peux refaire tant que tu veux, tu peux couper au montage, mais c'est un autre exercice en fait. Est-ce que la scène, finalement, c'est une évolution de votre art? Alors, je ne sais pas si je pourrais dire une évolution, mais une continuité, en tout cas. Ouais. Mais ouais. Vous avez parlé il y a quelques instants de votre famille qui sera dans la salle. Quel est justement ce rapport que vous entretenez avec la Martinique? Justement, c'est la famille qui me... Mes deux parents sont martiniquais. Et du coup, moi, j'ai vécu toute ma vie en France, mais j'ai quand même cette culture martiniquaise. Et là, c'est un honneur de faire cette scène pour que ma famille d'ici puisse me voir, parce que j'ai toujours joué en France. Et ça fait vraiment plaisir. C'est les racines, c'est retour aux sources. Voilà. Vous avez un spectacle spécialement dirigé vers la communauté antillaise, ou alors c'est vraiment tout public, quelle que soit l'origine, on va bien s'amuser demain soir? Non, c'est tout public. Après, il y a des petites refs, bien sûr. Forcément, mais même si vous n'êtes pas antillais, vous pouvez venir, vous allez vous reconnaître. Et on a hâte de découvrir tout ça. Rendez-vous demain soir donc sur la scène de Tropicatrium pour la 23e édition de la Nuit du Rire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Et après avoir fait travailler les zygomatiques, intéressons-nous au 39e semi-marathon de Fort-de-France. Il se déroulera le dimanche 30 novembre dans les artères de la ville capitale. Le rendez-vous a été présenté officiellement ce matin au stade Pierre-Aliquer. 5 courses sont au programme. La Foyal Cross Kids, le jour ouvré Champflore, le handisport, le semi-relais mixte et bien sûr le semi-marathon international. Cette année, le thème retenu est sport et santé mentale, corps en mouvement, esprit en équilibre, comme nous l'explique Nicolas Filin, le conseiller municipal en charge des sports à la ville de Fort-de-France, et face à la caméra de Marc Michel.
L'idée, c'est d'utiliser le sport comme levier, comme outil pour valoriser et mettre en lumière ce genre de souffrance mentale. L'année dernière, nous avons insisté en tout cas sur la faculté d'utiliser le sport comme outil, en tout cas médicament au service des maladies chroniques. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller encore plus loin dans la démarche et de boucler la boucle aussi, si je peux parler ainsi, et de mettre le sport au service de la santé mentale. Un bien-être mental, c'est aussi faire des citoyens, en tout cas, équilibrés. La 39e édition s'annonce bien, les équipes sont en ordre de bataille. C'est une manifestation qu'on a l'habitude d'organiser, les partenaires jouent bien le jeu et puis je pense que la participation aussi commence à être intéressante puisque l'objectif c'est de ne pas faire moins que la précédente édition. Je rappelle que nous étions à peu près à 1600 inscriptions toutes confondues. À ce jour, à 8 jours de la manifestation, nous sommes déjà à un peu plus de 1500 inscriptions. Retour en Martinique, comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang à la cité scolaire Frantz Fanon à Trinité de 8h à 13h. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 10h30 à 17h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Les 34e et 35e homicides de l'année ont été commis en moins de 24 heures. La violence armée fait des ravages. Hier soir au Lamentin, un homme de 28 ans a perdu la vie. Son fils de 3 ans a aussi été grièvement blessé. Et puis à la mi-journée, c'est un trentenaire qui a été mortellement touché au Morne-Vert. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.